Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République. On a l'impression qu'il n'y a peut-être pas tant de ténors de la majorité qui se bousculent sur les plateaux ces derniers temps. C'est un hasard? Je n'en sais rien, je n'avais pas remarqué, mais peut-être parce que vous ne les invitez pas assez. Si, nous les invitons régulièrement, mais on a l'impression que peut-être pas mal de ministres ne se déplacent pas, que pas mal de personnalités, vous savez, les anciens premiers ministres, les grandes voix de l'UMP. Vous avez essuyé beaucoup de refus? En tout cas, on les voit un peu moins. C'est pas ce que le président a dit au Conseil des ministres hier matin? Je n'assiste pas au Conseil des ministres. Alors, parlons du programme de François Hollande. Ça ne remplace pas, j'en conviens, mais bon, je vais faire ce que je peux. Je vous remercie en tout cas d'être là. Vous avez dit du programme de François Hollande, en tout cas du discours du Bourget d'abord, c'était un discours à l'ancienne, manichéen, d'où la crise était absente. Aujourd'hui, il a commencé en disant « Je suis lucide sur l'état de la France et sur la crise ». Il la reconnaît et il veut y répondre. On a eu quand même le service minimum. Il reconnaît que la crise est grave. On ne sait pas de quelle crise il s'agit, il n'y a pas de diagnostic de la crise. Moi, je ne comprends pas comment on peut fonder un projet politique aujourd'hui sans partir d'un diagnostic de la crise, un diagnostic de l'état du monde et de la société. Rien. Mais d'ailleurs, dans ce projet, il n'y a aucune vision d'avenir. Rien. Rien. On a une série un catalogue de mesures avec des additions et des soustractions dont on peut discuter à l'infini du plus ou moins grand sérieux, mais on n'a absolument rien. À un moment où on demande à la politique de reconstruire un projet de société, de reconstruire l'avenir, de reconstruire l'Europe et même le monde, puisque c'est quand même ce dont il s'agit, comment on va reconstruire la mondialisation, est un sujet majeur. Bon, il n'y a absolument rien de ce genre dans ce programme. Alors, est-ce que François Hollande, quand même, ne fait pas le diagnostic d'une société et d'une économie qui a été mal gérée parce qu'elle a été notamment elle a été gérée de façon injuste avec des cadeaux aux plus riches et comme résultat, des mauvais résultats économiques. Une dette abyssale, un déficit important, oui, etc. Voilà le constat. On a de quoi discuter. Alors, les cadeaux aux riches. Ah bon, les heures supplémentaires, la détaxation des heures supplémentaires ou les exonérations sur les heures supplémentaires, ce sont des cadeaux aux riches. Ben voyons, ce sont les riches qui vont faire des heures supplémentaires. Ah non, c'est 9 millions de salariés, de travailleurs, parmi les plus modestes, qui ont besoin d'accroître leur pouvoir d'achat. Voilà pour les riches. Alors, les droits de succession. Les droits de succession, 95% des Français sont concernés par l'exonération, ça s'arrête à 300 000 €. Donc vous parlez de Français riches, hein, ce sont les riches. Non, les riches, ils payent toujours les mêmes droits de succession qu'avant. Donc voilà, pas de cadeaux aux riches. Qu'est-ce qui reste? Pour vous, Nicolas Sarkozy n'a jamais fait de cadeaux aux riches. Non, des cadeaux, non. Il a essayé de prendre des mesures qu'il jugeait bonnes pour l'économie française. Alors, il a fait le pari que la dynamisation des classes supérieures et des catégories entreprenantes allait apporter à l'économie. Déjà, c'est différent. Or, il s'est trompé. Les résultats sont là. Qu'est-ce qu'il a fait oui ou non? Non, mais qu'il parie sur la réussite, sur l'envie de réussir des Français, oui, mais je pense que c'est un vrai ressort. Il a oublié les autres. Il a oublié les autres. C'est ce que François Hollande vient de lui dire. Qu'est-ce qu'il a donné? Oui, mais François Hollande a pris l'habitude de raconter n'importe quoi et de voir tous les journalistes approuver n'importe quoi. Bon, où sont les cadeaux aux riches? Où sont-ils? Alors, il y a le sempiternelle histoire du bouclier fiscal, dont je vous rappelle qu'il a été supprimé. Et cette idée... Très tardivement. Très tardivement. Oui, vous connaissez comment la politique, ça reste. Qu'il l'ait fait, c'était trop tard. Non, admettons. Trop tard. Vous le dites, c'était trop tard. On est trop tardé. Oui, je veux bien l'admettre. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui acceptent de revenir sur des propositions qu'ils ont autant défendues, qui étaient d'ailleurs approuvées par les Français, très large majorité, après la campagne présidentielle. Hein, rappelez-vous, c'était de dire qu'on ne va pas prendre plus de 50% du revenu. Le principe du bouclier fiscal, je vous le rappelle, c'est M. Rocard qui l'a inventé. Bon, M. Villepin qui en a augmenté le plafond. Et ensuite, M. Sarkozy. Mais le principe, c'est M. Rocard, quand M. Mitterrand était président de la République. Bon, la crise a rendu le bouclier fiscal incompréhensible et au fond inacceptable d'un point de vue moral, parce que dans la crise, on était obligé de demander des sacrifices aux gens, sauf à ceux qui atteignaient le bouclier fiscal, c'est-à-dire les plus fortunés. Donc ça n'était plus tenable. Voilà. Mais le bouclier fiscal, ça n'explique en rien ni les déficits, ni l'évolution de l'économie. Enfin, on me dit, il a augmenté la dette de 500, 600 milliards, mais
savez, la dette, elle a augmenté parce qu'il y a eu une crise. Bon, et cette crise... Il y a un diagnostic qui est à peu près moitié-moitié. Ça n'est pas vrai. 40% la crise, 60% la politique de Nicolas Sarkozy. C'est la Cour des comptes qui le dit. La politique de Nicolas Sarkozy pour faire face à la crise. Voilà. Donc, et qu'aurait-il fallu faire? Ne pas faire de plan de relance, ne pas soutenir l'activité. Les amis de M. Hollande nous demandaient de faire à l'époque 2 fois plus de relance et de le faire par la consommation. Enfin, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ne rien faire pour soutenir l'activité à l'époque, ça aurait été criminel. Il n'y avait pas de politique alternative à celle de Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous nous dites. À celle de soutenir l'activité? Non, il n'y en avait pas. Tous les pays développés ont soutenu l'activité. Henri Guénaud. Poussés d'ailleurs par la France, en Europe et au G20, ils ont mis en place des politiques de soutien de l'activité. Ils ont tous fait des déficits abyssaux, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à financer l'économie à la place d'un système financier et bancaire qui ne pouvait plus le financer. Alors, si on ne l'avait pas fait, les Français auraient perdu massivement leurs emplois et leurs économies. Voilà. Donc il faut arrêter, encore une fois, de raconter n'importe quoi. Tout ça est ridicule. Vous pensez que l'explosion du chômage en France, c'est Nicolas Sarkozy? Regardez ce qui se passe autour de nous. Vous croyez que le creusement des inégalités depuis 20 ans ou 30 ans, c'est Nicolas Sarkozy? Regardez ce qui se passe dans tous les pays développés. Bon, et le tsunami au Japon, c'était aussi Nicolas Sarkozy, peut-être. Alors vous, le premier qui avait dénoncé auprès de Nicolas Sarkozy, je vous sens très très en forme et très tonique, très indigné, d'une certaine façon. Parce qu'on n'est pas obligé de caricaturer les autres, de mentir sans arrêt. C'est pas le cas de l'autre côté, ça n'arrive jamais. Je vous parle de ce que je critique aujourd'hui. Je suis contre la caricature de l'autre, que ça soit dans mon camp ou que ça soit dans le camp d'en face. Je pense que ça ne sert à rien. Il vaut mieux essayer de dire la vérité. Et de ce bas, je suis en désaccord. Je n'ai pas besoin de caricaturer de la politique de l'autre pour être en désaccord et pour affirmer mon désaccord. Ça, voilà. C'est noté, on le répétera à tout le monde sur ce plateau. Vous répéterez à qui vous voudrez. J'assume cette remarque. Je n'ai pas l'intention de caricaturer, mais s'il se trompe de diagnostic et qu'il pense que tout ce qui nous arrive, c'est la faute de Nicolas Sarkozy, il ne va pas trouver la bonne solution, parce que ça va consister, sa solution, à défaire tout ce qu'on a fait. Je crois que c'est une erreur, voilà. Alors vous, le premier qui avait... fondamentale, qui ne permettra pas de sortir de la crise. Auprès de Nicolas Sarkozy, vous avez dénoncé la financiarisation de l'économie, l'appât du gain, l'argent comme valeur suprême. Quand vous l'entendez dire ça au Bourget, vous vous dites, il a tout compris, c'est un bon coup. Au Bourget, d'abord, il ne dit pas ça, il dit la finance, c'est l'ennemi, ce qui est caricatural, mais soit... La question est d'abord... Et la séparation des banques... Mais on peut en discuter, c'est beaucoup moins simple que ça. Moi, c'est une idée qui m'a toujours intéressé, que j'ai soutenue. Je ne vais pas dire le contraire, je l'ai écrit pendant des années. Séparation des banques de détail et des banques d'affaires. Voilà, mais c'est un problème compliqué, parce que tracer la frontière est compliqué. Deuxièmement, les banques françaises, c'est vrai, ont construit depuis la fin des années 60, depuis que Michel Debré a aboli, parce que c'est Michel Debré qui l'a fait et pas les gnomes de Zurich, la distinction entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. Elles ont construit leur développement sur un modèle de banque universelle. Bon, avant de le casser, il faut réfléchir, c'est vrai, je le reconnais à 2 fois, même si je trouve que cette idée est sur le fond une bonne idée. Et puis troisièmement... Sur le fond, une bonne idée, on n'a pas bien entendu. Je l'ai écrit pendant des années, je ne vais pas vous dire le contraire, je vous dis simplement qu'il ne faut pas sous-estimer les difficultés, que ce n'est pas la peine de faire des déclarations à l'emporte-pièce de ce genre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre à genoux nos banques. Et troisièmement, il y a les circonstances. Les circonstances, on vient déjà d'imposer aux banques beaucoup de contraintes supplémentaires, en particulier des contraintes prudentielles, avec ce qu'on appelle dans le jargon des financiers BAL 3. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne voie pour réguler les banques, mais c'est un fait, c'est fait. Bon, c'est ainsi que la communauté internationale a décidé de les réguler. Rajouter par-dessus une contrainte à un moment où les banques sont aussi fragilisées et où on risque d'avoir un problème de financement de l'économie, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure idée du monde. En tout cas, c'est un problème compliqué et qui ne peut pas, peut pas s'en tirer qu'un slogan. Voilà. Alors, par rapport à cela, le président va intervenir dimanche soir. Mais juste sur la finance, on pourrait aussi reconnaître que c'est Nicolas Sarkozy qui a engagé cette croisade. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas crédible là-dessus pourtant? Pourquoi est-ce que lorsque l'un dit cela, il est entendu, et pourquoi lorsque Nicolas Sarkozy le dit à Toulon et ensuite, on a l'impression que c'est pas possible? Parce qu'à la télévision, on passe en boucle le slogan qu'il a. Mais oui. Mais le président est passé en boucle aussi. C'est pas une question de temps de parole. Il a eu le temps de parole pendant 5 ans. Parce que vous croyez qu'il est crédible? Vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'imagine que M. Hollande, s'il était élu président de la République, ferait mieux pour convaincre les membres du G20 et nos partenaires européens pour changer les règles de la finance? Vous croyez vraiment ça? Pourquoi?
quoi? Il a plus d'énergie? Ah bon? Il a plus d'intelligence? Il n'a pas d'énergie? Ah bon? Il a pas je me d'énergie? demande s'il en a plus. Non, je ne sais pas, c'est pas moi de décider, où elle déclarait. Voilà, il a plus d'énergie. Non, mais pour ah vous, bon? il n'en a pas, c'est il une en a pas nouvelle. plus. C'est une nouvelle. Il a plus de courage? Ah bon? Il est plus intelligent? Ah bon? Il a des arguments supplémentaires? Ah bon, lesquels? Lesquels? Quand on discute avec les dirigeants de pâtisserie, ils vous disent donc il ne faut rien changer. On va imposer à l'Allemagne. Attendez, donc il ne faut rien changer, Henri Guénaud. Aujourd'hui, on est dans une Là, situation de crise. Voilà, et on ne change rien. Il y a des choses qu'on peut faire pour nous-mêmes. Le président a pris beaucoup de décisions. Il va vous en annoncer encore dimanche prochain. C'est le président ou le candidat qui va le faire? C'est le président de la République qui va annoncer les décisions que le gouvernement prend pour faire face d'urgence à la crise à laquelle la France est confrontée. Et le président, il aura le temps d'appliquer ces mesures, par exemple l'augmentation d'un taux de TVA, l'allègement des charges patronales. Il aura le temps. Il ne faut pas céder à l'agitation, à la perte de sang-froid. Il aura le temps de prendre des décisions, de les présenter au Parlement, de les faire voter, et elles s'appliqueront de façon tout à fait normale en fonction des contraintes techniques, économiques qui s'imposent. Voilà. Et l'application, comme pour toutes ces décisions, s'échelonnera dans le temps. Certaines seront appliquées tout de suite, d'autres prendront un peu plus de temps pour être appliquées, mais elles seront votées. C'est-à-dire, par exemple, la hausse de la TVA qui fait très peur aux députés UMP, vous le savez. Peut-être, est-ce que le président l'entend ? Mais je pense que le président a des oreilles et qu'il entend, qu'il écoute, qu'il consulte, qu'il discute et il vous dira quelles conclusions il en tire dimanche. Voilà, mais il est président de la République, il y a une situation de crise et il accomplit son mandat jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire ? Je voudrais que vous écoutiez l'ancien Alain Juppé, qui s'exprimait en tant que Premier ministre fin janvier 1988. Nous voyons bien que la stratégie de certains est de l'escamoter et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Eh bien, notre rôle à nous sera de ne pas escamoter précisément la campagne et de rappeler qu'une des exigences élémentaires de la démocratie, c'est qu'avant de choisir un président de la République pour 7 ans, il y ait un débat politique de fond. Alors, il n'était pas Premier ministre, voilà, je voulais vous le dire. Il ne l'a été été que 8 ans plus tard. Absolument, en 95. Mais alors là, il dit à François Mitterrand en 88, vous escamotez le débat parce que vous restez enfermé à l'Élysée, vous ne déclarez pas votre candidature. C'est bizarre. Ça ne pourrait pas s'appliquer au président Sarkozy aujourd'hui ? D'abord, vous avez remarqué qu'il y avait un débat démocratique. Et encore une fois, le président de la République, comme tous ses prédécesseurs, accomplit son mandat jusqu'au dernier moment. Alors, il y a une date limite pour le dépôt des candidatures. Donc, au moment qu'il jugera compatible avec le plein exercice de ses responsabilités, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il dira aux Français ce qu'il a décidé de faire. Ça sera forcément avant le 16 mars, puisque le 16 mars, c'est la date limite de dépôt des candidatures. Je me souviens du général de Gaulle qui avait fait exactement une réponse de ce genre en 1965. Il dit, vous le saurez d'ici la date de clôture, le moment venu, voilà, vous le saurez le moment venu. D'ici là. Mais vous croyez que les Français comprendraient un instant qu'il passe son temps à battre la campagne et à faire des effets de tribune plutôt que de s'occuper de la crise, plutôt que de s'occuper de les protéger? Fait aussi. Eh bien, il pense mal. Voilà, c'est le jour où il est candidat, c'est plus pareil que tant qu'il ne l'est pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a un devoir moral pour le président de la République à accomplir sa tâche. Mais tout ça n'a rien de choquant, n'a rien d'exceptionnel. C'est tout à fait naturel. Quand le président dit si je perds, j'arrête la politique, vous n'entendrez plus parler de moi. Est-ce que, d'une part, vous le croyez, vous qui le connaissez bien ? On n'entendra plus parler de lui, non, ça, je ne pense pas. Il est trop habité quand même par la politique, non ? Non, puis je pense qu'il fait du bruit, donc on entendra de toute façon parler de lui. Mais je crois qu'on a quand même beaucoup déformé ses propos, c'en est presque honteux. C'est une discussion. Est-ce que ça a démoralisé les troupes UMP concrètement ? Non, franchement, je ne crois pas. Un peu, non ? Mais non, je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'était une discussion privée dans laquelle le président a accepté de répondre à des questions. Dans ce cadre-là, vous ne répondez pas à une question sur votre avenir en disant « je ne me place pas dans cette hypothèse ». De toute façon, ça, vous le faites sur un plateau de télé. Vous le faites pas, sinon, c'est pas la peine d'avoir une discussion. Hein. C'est quand vous discutez de façon franche avec des gens, vous vous comportez pas de cette manière. On lui a posé la question. C'est pas lui qui a amené la question. C'est pas lui qui a dit oh. Et puis vous savez, il contrôle quand même ses paroles, et y compris dans des conversations privées. Il a répondu franchement à une question. Sincèrement.
Oui, alors qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? On lui dit, et si vous êtes... Mais c'est pas lui qui a dit, et si je perds? Non, on lui a dit, si vous perdez, il a dit, voilà, je me retirerai de la politique. En tout cas, j'entends qu'on entendra encore parler de lui dans ce cas-là. Oui, on entendra parler de lui, mais je voudrais aussi vous dire que cette hypothèse de la défaite n'est pas, à mon sens, l'hypothèse la plus probable. Je veux dire que dans le sondage que nous avons aujourd'hui, il est battu à 60% dans les au deuxième sondages tour. Que vous aviez à la fin de janvier 2002, M. Jospin était-il battu au premier tour? Non. Bon, voilà, vous savez, un sondage, c'est un sondage. Les Français ne se laisseront pas voler la campagne présidentielle. Ils ne s'en sont jamais laissé voler une. Et donc, il va se passer beaucoup de choses. Et à la fin, ils trancheront. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent voter et qu'on ne peut pas se contenter des sondages. Merci Henri Guénaud. Vous la ferez en tout cas avec énergie, c'est clair et net. Restez avec nous. Ça, c'est sûr. Restez avec nous dans un instant. Le journal de Frédéric de la Nouvelle. Et ensuite, justement, on commentera notre sondage. La course BFM TV RMC 20 minutes avec CSC. Et nous détaillerons et décortiquerons tous les résultats tout de suite.